Bonjour les amis. Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous également un commentaire. Les douces mélodies de jazz qui flottaient dans l'air masquaient à peine le bourdonnement paisible et opulent du Silver Spoon Lounge, le lieu nocturne le plus exclusif de l'île Victoria. Sous les lustres étincelants et sur le sol en marbre poli, les membres de l'élite de Lagos sirotaient des cocktails hors de prix et partageaient des conversations feutrées dans des banquettes en velours. Amaka Obi se faufilait habilement entre les tables, son chignon tressé parfaitement en place, son uniforme blanc impeccable malgré des heures passées debout. À 26 ans, Amaka avait pris l'habitude de naviguer dans le dédale des hommes d'affaires séducteurs, des mondaines bavardes et des téléphones portables louches qui fréquentaient le salon. Elle gardait la tête basse, son sourire professionnel et son service impeccable. Mais ce soir-là, c'était différent, décalé. Une étrange tension flottait dans l'air, qu'elle ne parvenait pas à dissiper. Et elle se concentrait autour d'un stand en particulier, celui où le milliardaire de la tech Gide Beke était assis avec son ami et partenaire de longue date, Theo Cole. Amaka avait déjà croisé Gide à plusieurs reprises, toujours bien habillé, à la voix douce et étonnamment polie pour quelqu'un d'aussi riche. Il était une licorne parmi les clients arrogants et prétentieux qui prenaient les pourboires pour de la charité. Mais c'était Theo Cole qui attira son attention ce soir-là. Son rire était forcé, ses yeux scrutaient constamment la pièce et ses doigts tremblaient tandis qu'il attrapait son verre. À 2 reprises, Amaka le vit se pencher et murmurer quelque chose à l'oreille de Gide, observant chaque fois sa réaction avec un peu trop d'attention. Elle n'était pas du genre à être indiscrète, elle avait trop besoin de ce poste pour risquer quoi que ce soit. Mais l'instinct qu'elle avait développé en grandissant à Surlier la prévenait que quelque chose clochait. Elle s'attarda au bar juste assez longtemps pour prendre la commande suivante pour leur table, 2 cocktails aux agrumes signature du salon, réputés pour leur acidité et leur arrière-goût onctueux. Amaka porta le plateau avec une grâce experte et s'approcha du box VIP où Gide et Theo étaient désormais assis épaule contre épaule, leur langage corporel étrangement tendu. Elle déposa les cocktails devant chaque homme, remarquant la façon dont Theo s'agitait sur son siège dès que son regard croisa le sien. Alors qu'elle se retournait pour partir, sa vision périphérique capta le mouvement rapide de la main de Theo, qui plongeait la main dans son manteau et jetait quelque chose dans le verre de Gide. C'était si rapide, si subtil, qu'elle en doutait presque. Mais non, elle en était sûre. Elle s'arrêta à mi-chemin, le souffle coupé, le cœur battant. Le salon s'animait derrière elle, indifférent, tandis que Gide tendait négligemment la main vers le verre. Amaka fit un pas hésitant en avant. Elle savait qu'elle avait vu quelque chose de dangereux et qu'elle devait faire un choix. Amaka hésitait derrière une colonne, son esprit explorant les possibilités. Avait-elle vraiment vu ce qu'elle croyait voir? L'avait-elle mal interprété? Un morceau de citron, peut-être, ou un geste innocent? Mais quelque chose dans l'expression de Theo, la façon dont sa mâchoire se serrait et ses yeux fixés sur le verre de Gide, confirmait ses pires craintes. Elle avait vu des gens à Suralire s'effondrer à cause de drogue bon marché et de bières de rue dangereuses. Elle connaissait les signes avant-coureurs de quelqu'un qui tente de cacher quelque chose. Et ce n'était pas le cocktail de n'importe qui, c'était celui de Gide Beke. Si elle avait tort, elle perdrait son emploi. Mais si elle avait raison et ne disait rien, les conséquences pourraient être fatales. Son pouce s'accéléra tandis que Gide levait son verre, le faisant tournoyer paresseusement en riant d'une remarque de Theo. Elle ne pouvait pas le regarder. Elle s'approcha de nouveau, se frappant violemment les côtes. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle poliment, debout à côté de la chaise de Gide. Il se retourna, surpris de la revoir si tôt. « Désolé de vous déranger, mais je pense qu'il y a un problème avec votre boisson. » Gide haussa un sourcil, un sourire narquois au coin des lèvres. « Vraiment? Et comment le saurais-tu » Son ton était léger, mais teinté d'amusement. Il pensait qu'elle plaisantait, ou pire, qu'elle essayait de se faire remarquer. Theo plissa les yeux. « Que sous-entendez-vous exactement, mademoiselle » demanda-t-il froidement, d'une voix calme mais tranchante comme un couteau. Amaka déglutit. « Je pense juste qu'il serait plus prudent de ne pas le boire. On pourrait peut-être le remplacer, proposa-t-elle en s'efforçant de garder une voix ferme. Les 2 hommes échangèrent un regard, et Gide rit doucement. « Merci, mais je crois que je peux me permettre un cocktail, » dit-il en levant son verre. La panique embête Amaka. Ces mots ne suffisaient pas. Elle le voyait sur leur visage. Gide ne la croyait pas, et Theo commençait déjà à se détendre, convaincu que le moment était passé.
Elle n'avait aucune autorité, aucune preuve, juste ses yeux et sa conscience. Et c'est là qu'elle comprit. Il n'y avait qu'un seul moyen de prouver la vérité. Avant que l'un ou l'autre homme ne puisse l'arrêter, elle se pencha, attrapa le cocktail de Gide, et d'un geste rapide, pencha la tête en arrière et but jusqu'à la dernière goutte. Le liquide lui brûla légèrement la gorge, acidulé et froid. Le salon entier sembla se figer. Théo écarquilla les yeux sous le choc, tandis que Gide bondissait sur ses pieds. « Tu es fou » s'exclama-t-il. Amaka ne dit rien. Sa main tremblait tandis qu'elle posait le verre vide sur la table. « Maintenant, si je me trompe, je serai l'idiote, murmura-t-elle. Mais si je ne le suis pas, tu sauras que je disais la vérité. » Un silence s'abattit sur le salon, le genre de silence qui suit un événement trop étrange pour être assimilé. Gide resta immobile, une main à moitié tendue, là où il essayait de l'arrêter. Théo parut abasourdi, la bouche légèrement ouverte. La respiration d'Amaka devenait déjà saccadée. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de l'adrénaline, mais aussi à cause de quelque chose de plus profond, d'un problème. Elle avait pris position, franchi une ligne rouge dont elle ne pouvait plus revenir. Du coin de l'œil, elle vit les clients commencer à chuchoter, les têtes se tourner tandis que des murmures parcouraient le salon. Quelqu'un avait vu le spectacle, et d'autres suivirent son regard jusqu'à ce que tous les regards se posent sur elle. Amaka sentit la chaleur lui monter au cou et derrière les yeux. Elle avait pris un risque qui risquait de lui coûter tout. Gide fut le premier à réagir. « Il faut de l'aide » dit-il d'un ton pressant en désignant le bar. « Appelez le gérant, appelez une ambulance immédiatement. » Son ton fit réagir le personnel. 2 agents de sécurité se précipitèrent vers eux, et une barmaid commença à appeler les secours. Amaka essaya de parler, mais sa gorge était sèche, comme si elle se serrait. Ses jambes fléchirent légèrement et elle s'agrippa au bord de la table pour garder l'équilibre. Gide la saisit par le bras, son visage complètement dénué de l'amusement précédent. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il, à la fois confus, en colère et inquiet. « Que as-tu pensé » Mais avant qu'il puisse terminer, les genoux d'Amaka cédèrent et elle se laissa tomber dans ses bras comme une marionnette au fils coupé. Ses yeux papillonnèrent et sa respiration devint haletante. Le chaos s'installa tandis que les clients hurlaient et reculaient précipitamment, renversant leurs chaises et renversant leurs boissons. Théo, cependant, resta assise. Il observait, la mâchoire serrée, les jointures blanches contre le bord de la table. L'espace d'un instant, son expression se brisa, légèrement. Gide le remarqua. Cette lueur, la peur. De la culpabilité? De la reconnaissance? Mais elle s'évanouit aussi vite. Les ambulanciers arrivèrent quelques minutes plus tard, se frayant un chemin à travers la foule pour charger Amaka sur une civière. Gide se tenait à côté d'elle, la main toujours serrée contre la serviette qu'elle avait laissée tomber. Le verre à cocktail restait sur la table, vide et innocent. Théo se leva enfin et sortit discrètement du salon, à l'abri des regards. Mais Gide le suivit du regard tandis qu'il s'éloignait. Pour la première fois, le doute s'était installé. L'ambulance sillonnait les rues de Lagos à toute vitesse, zigzagant entre les voitures, sirène hurlante. Gide était assis à l'intérieur, serrant la main d'Amaka tandis que les ambulanciers s'efforçaient de la stabiliser. Son pouls était faible mais toujours présent, et chaque bip du moniteur était comme une bouée de sauvetage. L'esprit de Gide était bouleversé. Il ignora son avertissement, le prenant pour de la paranoïa, mais elle était maintenant inconsciente, luttant pour sa vie parce qu'il ne l'avait pas écoutée. Il se sentait malade, malade de culpabilité et de la terrifiante constatation qu'elle avait peut-être raison. Et si Théo avait empoisonné la boisson? Et s'il était resté assis là, riant et bavardant, tandis que la mort s'agitait dans le verre? Gide ne pouvait se défaire de l'image d'elle s'effondrant dans ses bras, les lèvres pâles, le corps inerte. À l'hôpital, les médecins emmenèrent Amaka aux urgences, laissant Gide, hébété, dans la salle d'attente. Il remarqua à peine l'arrivée de Théo 1 heure plus tard, vêtu d'une chemise propre et affichant une expression d'inquiétude performative. « Est-ce qu'elle va bien » demanda-t-il en posant une main sur l'épaule de Gide. « J'ai entendu ce qui s'est passé. C'est dingue. » Gide leva les yeux vers lui, son regard plus dur qu'avant. Elle dit avoir vu quelque chose. Que la boisson avait été trafiquée. Théo plissa légèrement les yeux. « Tu ne dis pas que tu y crois, n'est-ce pas? Les gens disent n'importe quoi pour attirer l'attention. » Mais sa voix était trop décontractée, trop mesurée. Gide ne répondit pas.
Pour la première fois, il doutait de pouvoir faire confiance à celui qu'il considérait autrefois comme son frère. Le médecin est arrivé au petit matin avec des nouvelles. Son état est stable pour l'instant, a-t-il dit. Nous lui avons fait un lavage d'estomac et effectué une toxicologie. Quoi que contenait cette boisson, ce n'était absolument pas naturel. Elle avait ingéré une forte dose d'un sédatif mélangé à de l'alcool. Si elle n'était pas arrivée à temps, il n'aurait pas terminé. Gide ferma les yeux, la honte l'envahissant. Amaka avait tout risqué, son travail, sa vie, pour le prévenir. Et il avait ri. Il avait fixé le couloir stérile menant à sa chambre, puis Théo, dont le masque de sympathie avait commencé à craquer sous le poids de la vérité. Quelque chose avait changé. Gide le savait. Il ignorait ce qui allait suivre, mais il le découvrirait. Pour Amaka, les urgences de l'hôpital privé Sainte-Catherine vibraient d'une énergie différente, clinique, urgente, et pourtant étrangement froide. Gide arpentait le sol carrelé stérile, incapable de s'asseoir. Il entendait encore le cliquetis du brancard, voyait encore la panique dans les yeux de la jeune infirmière qui aboyait des instructions à l'équipe de traumatologie. Amaka avait été transportée aux soins intensifs, entourée de machines et de professionnels tentant de défaire la malveillance d'un homme. Gide avait de l'argent, il pouvait s'offrir les meilleurs soins médicaux, mais sur le moment, il se sentait impuissant. Théo arriva peu après, plus calme, les manches retroussées et une expression d'inquiétude calculée. « Ça va » demanda-t-il, comme s'il n'était pas responsable du chaos. Gide hocha la tête sans le regarder, trop engourdi pour répondre. Le médecin finit par émerger, retirant ses gants et son masque. Son état est critique, mais stable. Nous avons réussi à éliminer la majeure partie de la substance de son organisme, mais c'était presque très proche. Ce qu'elle avait bu était un sédatif, probablement à base de benzodiazépine, et à une dose dangereusement élevée. Gide déglutit difficilement, les mots résonnant comme un verdict de culpabilité. Théo marmonna quelque chose comme « Dieu merci, elle ira bien ». Mais Gide l'entendit à peine. Ses pensées étaient un tourbillon de culpabilité et de prise de conscience. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait drogué cette boisson, et Amaka avait failli mourir pour l'empêcher de la boire. Cela vous dérangerait-il qu'on vous envoie un échantillon de la boisson pour analyse? Demanda Gide au médecin. C'est déjà fait, répondit l'homme. Et pour elle, j'espère que la police interviendra bientôt. Alors que la nuit s'étirait vers le matin, Gide se tenait au chevet d'Amaka, observant le rythme de sa poitrine se soulever et s'abaisser sous les fins draps de l'hôpital. Sa peau était pâle, contrastant fortement avec la femme dynamique qu'il avait aperçue quelques heures plus tôt, arpentant le salon avec détermination. Désormais, elle était le témoin silencieux de son propre courage. Gide ne pouvait s'empêcher d'imaginer son regard croiser le sien avant de boire le cocktail. Il n'y avait aucune peur, seulement une certitude. Il n'avait jamais rien vu de tel. Ce genre de courage ne venait ni de l'entraînement ni des privilèges. Il provenait d'un principe, quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Et pour la première fois depuis des années, Gide s'interrogeait sur ses fréquentations, en particulier sur Théo. Il jeta un coup d'œil à l'homme qui somnolait sur le canapé de la salle d'attente de l'hôpital. Quelque chose clochait, et il en avait assez d'ignorer les signes. Les jours passèrent. Amaka ne se réveilla pas. Les machines bipèrent et les moniteurs vacillèrent, surveillance et constante en temps réel, tandis que les infirmières prenaient régulièrement des nouvelles, ajustaient les perfusions et chuchotaient des nouvelles. Gide quittait rarement l'hôpital, prenant des rendez-vous sur son téléphone, ignorant les messages et se concentrant entièrement sur son rétablissement. Sa mère, Mama Obi, avait été informée, mais sa santé fragile l'empêchait de se précipiter. Gide avait pris des dispositions pour qu'une infirmière privée s'occupe d'elle à suralire pendant qu'il restait aux côtés d'Amaka. Quelque chose en lui avait changé définitivement. Ce n'était plus de la culpabilité, c'était quelque chose de plus profond. Un sens du devoir. Une dette qu'il ne savait pas comment rembourser. Le poids d'avoir failli être assassiné pesait lourdement sur ses épaules, aggravé par le fait horrible que la seule personne qui avait tenté de le protéger luttait pour sa survie, faute d'avoir été écouté. Théo revint lui rendre visite, mais resta brièvement, sa présence gênante et inutile. Gide observait chacun de ses mouvements, désormais parfaitement conscient de son langage corporel fuyant et de son empathie forcée. Le charisme qui rendait autrefois Théo si cher à tout son entourage semblait désormais creux. Après un échange particulièrement gênant, Gide décida qu'il était temps d'agir.
Il appela le gérant du Silver Spoon Lounge et demanda les images de sécurité de cette soirée. Pour des raisons d'assurance, expliqua-t-il. Les images arrivèrent plus tard dans la soirée, remises en main propre sur une clé USB par un employé discret. Gide s'enferma dans la suite VIP de l'hôpital et les visionna en boucle. Image par image, angle par angle, jusqu'à ce que ce moment arrive. Théo, plongeant la main dans sa poche, laissa subtilement tomber un petit objet dans le cocktail de Gide tandis qu'Amaka passait en arrière-plan. La vérité lui sautait aux yeux. Son sang se glaça. Les preuves étaient irréfutables. Ce n'était ni de la paranoïa, ni un malentendu. Théo l'avait fait. Un homme avec qui il avait grandi, créé une entreprise, ri et pleuré, avait tenté de le tuer. Et Amaka l'avait vu. Elle avait essayé de le prévenir, mais il ne l'avait pas cru. Gide se prit la tête dans les mains, submergé par une tempête d'émotions. Trahison, culpabilité, fureur. Il ignorait encore les motivations de Théo, mais une chose était sûre, Amaka n'avait pas eu tort. Elle avait tout risqué pour un homme qui ignorait jusqu'à son nom avant cette nuit-là. Et maintenant, c'était à son tour de se battre pour elle. Le lendemain matin, Gide fit appel à un détective privé, quelqu'un qui lui devait des services et qui travaillait en silence, loin des regards du public. Si Théo était allé jusqu'à la tentative de meurtre, il devait y avoir un mobile plus profond, quelque chose de caché derrière leur amitié raffinée. Gide ne voulait pas l'affronter aveuglément. Il avait besoin de faits, d'un moyen de pression et d'un plan. L'enquêteur, un ancien agent du DSS nommé Patrick, se mit immédiatement au travail, fouillant dans les finances, les communications et les relations personnelles de Théo. Gide retourna dans la chambre d'Amaka et s'assit à nouveau à ses côtés. Elle resta immobile, paisible en apparence, mais perdue dans le monde. Il tendit la main et la prit, surpris de constater à quel point il s'était attaché à elle. Elle était une inconnue, et pourtant, elle lui avait montré plus de loyauté que son amie la plus proche. 2 jours plus tard, Patrick revint avec les premières conclusions. Théo était en difficulté, sérieusement en difficulté. Votre ami, commença-t-il, transférait discrètement d'importantes sommes d'argent à l'étranger. Il avait récemment échoué à conclure un accord commercial majeur et était sur le point de tout perdre si votre entreprise ne le renflouait pas. D'après ce que nous avons compris, des appels ont été interceptés entre lui et une personne liée à une entreprise concurrente. Il semblerait qu'il s'apprêtait à vendre du code propriétaire de votre start-up technologique. Le cœur de Gide, S.E. Sarah. La trahison dépassait le cadre personnel. Elle était criminelle, stratégique et calculée. L'empoisonnement n'était pas une simple vengeance, c'était une tentative désespérée de prise de contrôle. En cas de décès, vos actions lui seraient temporairement transférées en tant qu'associé intérimaire, ajouta Patrick. Tout est dans votre contrat. Cette prise de conscience le frappa brutalement. Gide fixa l'enquêteur avec incrédulité. Il avait tout confié à Théo, sa compagnie, sa vision, et même sa sécurité. Et Théo l'avait récompensé en tentant de l'effacer. Il se tourna vers le lit d'Amaka, dont les écrans clignotaient toujours sans interruption. « Elle m'a sauvé » murmura-t-il. Elle a deviné quand je n'y arrivais pas. Ce soir-là, Gide a appelé 2 fois son équipe juridique, l'un pour réviser immédiatement ses statuts, l'autre pour préparer un piège. Théo avait besoin d'être exposé, et Amaka devait se réveiller. Il se rassit près de son lit et lui serra la main. « Tu avais raison, Amaka, murmura-t-il. Et je te jure que quand tu ouvriras les yeux, je ferai ce qu'il faut. » Gide se tenait dans le jardin de sa demeure d'Iqua, l'air chaud de Lagos chargé de tension tandis que Théo arrivait, tout en charme et en sourire, vêtu d'une chemise en lin impeccable et de lunettes de soleil qui cachaient son regard calculateur. « Tu as dit que c'était urgent ?» demanda Théo en s'installant sur l'un des fauteuils en osier près du bassin à Karkoy. Gide ne répondit pas immédiatement. Il observa l'homme qui avait été comme un frère pour lui, se remémorant leurs humbles débuts, leurs rêves partagés et leurs longues nuits passées à bâtir les fondations de leur empire technologique, désormais milliardaire. Mais ce passé lui semblait désormais creux. La trahison n'était plus un soupçon, c'était un fait gravé dans les images. GES qu'il avait vu de si pourtant, une part de lui s'accrochait encore à l'espoir, espérant que tout cela n'était qu'un malentendu. Il ne voulait pas que ce soit réel. Mais c'était le cas. « J'ai regardé la vidéo », dit finalement Gide d'une voix basse mais assurée. Théo cligna des yeux, faisant l'idiot. « Quelles images ?» demanda-t-il en attrapant nonchalamment une bouteille d'eau sur la table. « Celle du Silver Spoon Lounge », répondit Gide.
Le soir où Amaka a bu le cocktail. La nuit où tu as essayé de me tuer. Il y eut un silence, bref mais chargé de sens. Bref mais chargé de sens. La main de Théo s'arrêta en plein vol. Puis il rit en secouant la tête comme si Gide venait de raconter une blague. Allez, Gide. Tu crois vraiment que je ferais une chose pareille? Tu laisses une serveuse et la paranoïa t'embrouiller l'esprit. Gide ne sourit pas. Ne me fais pas de mal. Je t'ai vu. Tu as glissé quelque chose dans ton manteau et tu as fait tomber quelque chose dans mon verre. Elle t'a vu aussi. Et elle a failli mourir en essayant de me protéger. La tension s'est dissipée. Le visage de Théo s'est durci. Le masque est tombé, l'espace d'un instant, et Gide a aperçu quelque chose de venimeux en dessous. Tu es en pleine spirale, dit Théo en se levant. Et il te conchele de te reposer. Tu es surmené, émotif et manipulé. Mais Gide n'a pas reculé. Si je vais à la police, ta vie telle que tu la connais s'arrête. Mais je ne le ferai pas encore. Je veux te donner une chance de me dire pourquoi. Pourquoi me fais-tu ça, Théo? Il y eut un silence. Les carpes nageaient paresseusement dans l'étang tandis que Théo se tenait au-dessus de Gide, calculateur. Puis il se retourna et s'éloigna, non sans avoir murmuré. Fais attention à qui tu fais confiance, Gide. Ceux qui te sauvent ne sont pas tous de ton côté. L'avertissement énigmatique persista longtemps après son départ, mais Gide avait déjà pris sa décision. Théo était dangereux, et s'il l'avait trahi une fois, il réessayerait. La prochaine étape exigerait de la précision. Et la voix d'Amaka, sa vérité, serait cruciale. Le doux bourdonnement des machines médicales emplissait la chambre d'hôpital silencieuse tandis que les cils d'Amaka s'ouvraient pour la première fois depuis des jours. Les lumières du plafond se brouillaient, et son corps était lourd, comme si elle avait dormi sous l'eau. Elle essaya de parler, mais sa gorge était sèche et ses lèvres gercées par la déshydratation. Une infirmière s'en aperçut immédiatement et se précipita à ses côtés, appelant le médecin tout en ajustant son taux d'oxygène. La confusion envahit le regard d'Amaka jusqu'à ce qu'il se pose sur la silhouette affalée sur la chaise à côté d'elle, Gide. Il dormait, la tête baissée, les doigts encore lâchement enroulés autour de son poignet, comme s'il veillait. Lorsqu'elle remua, il se redressa brusquement, clignant des yeux d'incrédulité avant de se lever vivement. « Amaka, souffla-t-il, l'émotion à vif dans la voix, tu es réveillée. » Sa voix était rauque. Que s'est-il passé? Gide prit un verre d'eau et l'aida à boire avec précaution, les mains légèrement tremblantes. « Tu m'as sauvé la vie, dit-il d'une voix chargée de remords. Et je ne t'ai pas cru. J'aurais dû t'écouter. Je suis vraiment désolé, Amaka. » Elle secoua légèrement la tête, essayant encore de reconstituer le tout. Son dernier souvenir était celui du cocktail, son instinct lui criant au danger, puis l'obscurité. Tandis que les médecins confirmaient sa guérison et programmaient d'autres examens, Gide restait près d'elle, la tenant au courant lentement. Il expliqua l'empoisonnement, la vidéo et sa confrontation avec Théo. Tandis qu'il parlait, Amaka le regardait avec une intensité silencieuse, non pas avec admiration, mais avec une compréhension méfiante. Elle avait risqué sa vie, et même s'il avait douté d'elle à ce moment-là, il se tenait à ses côtés maintenant. Cela signifiait quelque chose, mais cela n'effaçait pas la douleur. Plus tard dans la soirée, lorsque les médecins l'autorisèrent à avoir de brèves conversations, Gide lui demanda si elle envisageait de l'aider à faire descendre Théo. « Tu es le seul à avoir vu ça. Tu as vu ce que je n'ai pas vu, dit-il. Amaka le fixa longuement avant de répondre. « Je l'ai vu, car j'ai l'habitude de chercher le danger. D'où je viens, survivre signifie remarquer ce que les autres négligent. » Sa voix était douce mais ferme. « Oui, je t'aiderai. Mais pas pour toi, pour la vérité. Les gens comme Théo pensent qu'ils peuvent tout faire et s'en sortir libres. Il faut que ça cesse. » Gide hocha la tête. Le respect illuminate son regard. Ce n'était pas de gratitude qu'elle avait besoin, mais de justice. Les jours suivants apportèrent un flot constant de visiteurs, d'infirmières, d'administrateurs d'hôpital et même de quelques journalistes qui avaient eu vent du drame entourant l'incident de la cuillère d'argent. Mais Gide s'assura qu'Amaka soit protégée du chaos. Il la transféra à un étage privé, redoubla sa sécurité et supervisa personnellement chaque détail de ses soins. Lorsqu'il revint enfin la voir un après-midi tranquille, il arriva seul et sans son sang-froid habituel. Vêtu d'un jean et d'un t-shirt, les yeux cernés, Gide ressemblait moins au milliardaire branché et à un homme ayant appris à ses dépens qui étaient ses véritables ennemis. Il s'assit à côté d'Amaka, les mains jointes.
Je te dois plus que des excuses, dit-il. J.E.T.E. dois laver. Amaka se rétablissait plus vite que prévu, bien qu'encore faible. Elle s'adossa à ses oreillers pour le soutenir. Tu étais arrogante, dit-elle franchement. Tu ne me croyais pas parce que je n'étais pas importante pour toi. Je n'étais qu'une serveuse. Jide tressaillit devant son honnêteté, mais acquiesça. Tu avais raison. Je t'ai jugé sur ton uniforme, pas sur ton courage. Et je me déteste pour ça. Il marqua une pause avant de continuer. Mais je veux arranger les choses. Pas seulement avec des mots. Je veux que tu aies une protection juridique, la sécurité, tout ce dont tu as besoin. Amaka laissa échapper un soupir. Ce dont j'ai besoin, c'est que Théo assume ses conséquences. Et j'ai besoin de savoir que ceux qui servent les autres, les femmes de ménage, les cuisiniers, les gardiens, n'auront pas toujours à risquer leur vie juste pour être entendus. Jida resta silencieuse un long moment. Tu es plus forte que quiconque, dit-il finalement. Et je veux t'aider de mon mieux. Amaka ne sourit pas, mais acquiesça. Alors écoutez. Croyez-moi cette fois. Et faisons-le comme il faut. Ce fut le début d'une alliance fragile, née non pas de la confiance, mais de la nécessité. Ils avaient tous deux quelque chose à perdre et quelque chose à prouver. Ensemble, ils découvriraient toute l'étendue du plan de Théo. Mais surtout, ils allaient montrer que même dans une ville gouvernée par la richesse et les apparences, la vérité avait sa place et ne pouvait être étouffée. Au cours des jours suivants, Jide et Amaka commencèrent à travailler discrètement depuis l'intérieur de l'hôpital. Ils demandèrent des chambres individuelles avec des lignes sécurisées et un accès minimal au personnel extérieur. Jide avait assigné une équipe discrète d'experts en cybersécurité pour surveiller les fuites, tandis qu'Amaka racontait chaque détail de cette nuit fatidique. Elle se souvenait du moment où Théo avait murmuré au barman, de son regard scrutant la pièce et de sa main glissant un petit objet dans le verre à cocktail. Elle se souvenait de son expression lorsqu'elle avait confronté Jide, de la froideur de son regard lorsqu'elle avait bu le cocktail. Il n'a jamais paniqué, dit-elle. C'est comme ça que j'ai su qu'il l'avait fait. Il n'avait pas l'air surpris, juste agacé. Ils ont comparé les chronologies, rassemblé les relevés de transactions et utilisé les conclusions de l'enquête privée de Patrick pour commencer à reconstituer le mobile. Il s'est avéré que Théo préparait cela depuis des mois. Il avait surendetté ses actifs personnels, échoué dans une transaction privée avec une entreprise internationale et transmis les données confidentielles de Jide à des concurrents étrangers. Il avait besoin de votre retrait pour reprendre vos actions, remarqua Amaka. Et vous lui avez fait une confiance si aveugle que vous ne l'avez pas vu. Jide Gramaka, mais acquiesca. C'est fini maintenant. Leur plan était simple, mais dangereux. Ils inciteraient Théo à révéler sa culpabilité sur bande magnétique, exploitant son ego et son désespoir. Jide ferait semblant de se réconcilier, de pardonner et d'oublier, tandis qu'Amaka resterait caché, écoutant depuis une autre pièce. C'était risqué, mais c'était le seul moyen de le prendre en flagrant délit. Cette nuit-là, Amaka a filmé la scène. Elle regardait droit dans la caméra, le visage pâle, mais la voix posée. Je m'appelle Amaka Obi. J.E. Travail, au Silver Spoon Lounge. Dans la nuit du 17 mars, j'ai vu Théo empoisonner au charbon une boisson destinée à Jide Bakru. Je l'ai bu pour l'empêcher de mourir. J'enregistre ça au cas où il m'arriverait quelque chose. Jide la regarda en silence terminer le texte et l'enregistrer sur un disque dur sécurisé. Il comprit alors qu'Amaka n'était pas seulement courageuse, elle était aussi stratège. Elle connaissait l'enjeu. Cela ne se terminera pas en silence, dit-elle. Pas cette fois. Le piège étant en place, ils attendirent que Théo passe à l'action. Il ignorait que le jeu avait déjà changé et que, cette fois, il ne gagnerait pas. Jide et Amaka savaient qu'ils devaient être malins. Une accusation directe sans aveu risquait de déboucher sur une longue et coûteuse bataille juridique, à laquelle Théo pourrait échapper grâce à son charme et son influence. Ils avaient besoin de preuves irréfutables, de ses propres paroles. Ils élaborèrent donc un plan, s'appuyant sur la capacité de Jide à faire comme si de rien n'était et sur l'incapacité de Théo à résister à l'arrogance. Jide inviterait Théo à un dîner de réconciliation dans un lieu privé, prétendant oublier le passé au nom de la fraternité et du progrès. Pendant ce temps, Amaka serait cachée dans une pièce sécurisée à proximité avec Patrick, surveillant la conversation et enregistrant tout grâce à un dispositif audio dissimulé sous la table. Le cadre serait intime, familier et désarmant,
conçu pour que Théo puisse s'exprimer librement. Le soir du dîner, Gide loua un bar exclusif sur le toit de Lucky, avec un éclairage tamisé, du vin de luxe et une playlist de chansons de leurs années universitaires. À son arrivée, Théo était détendu, vêtu d'un costume sombre, avec une montre de créateur et ce même sourire charmeur qu'il arborait toujours lorsqu'il pensait gagner. « Content de te voir reprendre tes esprits », dit-il en serrant Gide dans ses bras, qui joua le jeu à la perfection. Ils s'assirent, sirotèrent des boissons et évoquèrent le bon vieux temps, les nuits blanches passées à coder dans leur appartement commun, le premier pitch aux investisseurs qui leur avait rapporté des millions, la fête de l'introduction en bourse à Paris. Mais tandis que le vin coulait à flots et que la nuit s'approfondissait, Gide orienta doucement la conversation vers les événements récents. « Vous savez, dit-il en riant, je n'arrive toujours pas à croire que cette serveuse ait pu s'en sortir comme ça. C'est faux, non ?» ricana Théo en se calant dans son fauteuil, la voix pleine d'assurance. Franchement, je croyais que c'était fini pour elle. Soit elle était la fille la plus audacieuse de la gosse, soit elle était la plus bête. Gide rit avec lui, feignant d'être d'accord. Puis il demanda. « Alors, dis-moi la vérité, était-ce vraiment son idée? Ou essayais-tu de me donner une leçon ?» Théo hésita une seconde de trop. Puis, avec un sourire narquois et désinvolte, il dit « Disons qu'elle s'est mise en travers d'un plan qui aurait tout changé. » Dans l'autre pièce, les yeux d'Amakasi s'écarquillèrent tandis qu'il enregistrait les mots. Patrick hocha la tête en silence et appuya sur un bouton de l'enregistreur pour enregistrer l'extrait. Le piège avait fonctionné. Théo avait avoué. Il était temps de mettre fin à la partie. Le cœur de Gide battait fort tandis que Théo, ivre d'ego et inconscient de l'enregistreur caché, continuait à se vanter. « Tu as été trop mou, mon pote, dit-il en sirotant son verre. Tu as fait trop confiance aux gens, moi y compris. J'essayais juste de protéger l'avenir de notre entreprise, même si cela impliquait de prendre un raccourci. Tu étais en travers de son chemin, et le conseil d'administration perdait confiance. Si elle n'était pas intervenue, sa voix s'était éteinte, mais le mal était fait. Chaque mot était clair, compromettant et teinté de prétention. Gida força un sourire, dissimulant la tamta kilambaisaït. Il jeta un bref coup d'œil au miroir derrière Théo, qui dissimulait la pièce attenante. Il savait qu'Amaka et Patrick étaient là, à l'écoute. Le plan avait fonctionné, mais le plus délicat était venu, sortir de ce dîner sans alerter Théo que son monde était sur le point de s'effondrer. « Tu sais, » dit lentement Gide en faisant tourner son vin, « je crois que tu as raison. J'ai été trop naïf et j'ai sous-estimé jusqu'où certains étaient prêts à aller pour le pouvoir. » Théo leva son verre. « Enfin, tu as compris. » Gide trinqua avec lui, un sourire creux aux lèvres. Quelques instants plus tard, il prétexta un besoin de se rafraîchir et sortit dans le couloir. Patrick l'accueillit d'un hochement de tête. « On en a assez. Chaque mot est clair comme de l'eau de roche. On le remettra à la police demain matin. » Amaka se tenait à proximité, les yeux brûlants. « Il en a ri, dit-elle. Il croit vraiment avoir gagné. » Gide se tourna vers elle, la voix ferme. « Il ne le fera pas. Pas après ça. » Ensemble, ils ont convenu de ne pas l'affronter pour l'instant. Il fallait que ce soit propre, légal et public. Le lendemain matin, Lagos s'est réveillé avec des gros titres qui ont dévasté la ville. Le partenaire d'un milliardaire magnate de la technologie était accusé de tentative de meurtre et d'espionnage industriel. L'histoire a fait le tour des principales plateformes, télévision, radio, blog, Twitter. L'extrait audio a fuité, mais la source est restée anonyme. L'équipe juridique de Gide l'a transmis aux autorités, tandis que les forces de sécurité procédaient à l'arrestation de Théo Cole. Lorsque la police est entrée dans sa maison de Banana Island, menotté, Théo était encore en robe de chambre, abasourdi et furieux. « Vous m'avez piégé », a-t-il crié sous les flashs des caméras. Gide, qui observait l'arrestation depuis l'écran de son bureau, a finalement laissé échapper un soupir qu'il ignorait avoir retenu. Amaka, assis en face de lui, ne prononça aucun mot, se contentant d'un hochement de tête solennel. La justice avait commencé. L'arrestation provoqua une onde de choc dans les milieux d'affaires et médiatiques de Lagos. Le nom de Théo Cole, autrefois synonyme d'innovation et de richesse, était désormais placardé dans les journaux, aux côtés de termes comme fraude, tentative de meurtre et trahison d'entreprise. Sa photo d'identité judiciaire circula en quelques heures, et le monde de la technologie se prépara tandis que les salles de conseil grouillaient de réunions urgentes, de mesures de contrôle des dégâts et de consultations juridiques.
Gide avait publié une déclaration publique soigneusement rédigée, exprimant sa profonde tristesse face à cette trahison, tout en saluant le courage inébranlable d'un civil innocent qui avait évité une tragédie. Bien que son nom ait été omis, les personnes proches de la situation savaient exactement de qui il parlait. Du jour au lendemain, Amaka est devenue un symbole discret de courage, même si elle se faisait discrète à l'intérieur de l'hôpital. Les journalistes campaient devant l'établissement dans l'espoir de l'apercevoir. L'équipe de relations publiques de Gide a travaillé sans relâche pour protéger son identité, gérant les demandes des médias tout en gérant le chaos interne provoqué par l'arrestation de Théo au sein de l'entreprise. Les investisseurs ont d'abord paniqué, le cours des actions a chuté et les questions sur l'intégrité de l'entreprise ont afflué. Mais à mesure que de nouveaux détails ont émergé, comptes offshore de Théo, partenariats frauduleux, transferts de données illégaux, l'opinion publique a commencé à évoluer. Gide n'était pas négligent, il était presque une victime. Et la femme qui avait tout révélé, elle a été saluée sur les réseaux sociaux comme la fille qui a bu la mort pour sauver la vérité. L'histoire d'Amaka est devenue un cri de ralliement pour les personnes qui disent la vérité à travers la ville, avec des hashtags comme « Croyez les braves » qui ont été tendance pendant des jours. Gide rendit visite à Amaka plus tard dans la soirée, apportant un petit bouquet de lys blanc et un sourire fatigué. « C'est fait » dit-il. Il est en détention, et nous allons de l'avant. Amaka hocha lentement la tête, encore en convalescence physique, mais mentalement plus alerte que jamais. Ce n'est pas encore vraiment terminé, dit-elle. Ça ne fait que commencer. Les médias vont bientôt passer à autre chose. Mais qu'en est-il des autres comme moi, ceux qui s'expriment sans amis influents ni caméra pour les soutenir? Gide la regarda pensivement. Alors faisons quelque chose, répondit-il. Profitons de ce moment pour changer bien plus que les gros titres. Elle l'observait attentivement, voyant non seulement un homme sauvé, mais un homme qui avait enfin vu le monde à travers ses yeux. Et peut-être, juste peut-être, était-il prêt à faire quelque chose de cette vision. Les semaines qui ont suivi son arrestation ont été marquées par des procédures judiciaires, une couverture médiatique et une restructuration de l'entreprise. Gide a dissous toutes les responsabilités de direction partagées auparavant détenues par TEO et a lancé un audit interne dans tous les services. Le conseil d'administration, initialement ébranlé, s'est rallié à lui après avoir constaté sa transparence et son action décisive. Il n'a pas seulement reconstruit l'entreprise, il l'a réinventée. De nouveaux protocoles éthiques ont été mis en place, la protection des lanceurs d'alerte a été renforcée et un bureau dédié au bien-être des employés a été créé, financé par Gide personnellement. Si le monde extérieur voyait en lui un héros de l'entreprise, Gide savait que le véritable sauveur avait été une serveuse qui avait risqué sa vie pour un homme qui ne connaissait même pas son nom ce soir-là. Amaka sortit de l'hôpital peu après, la santé rétablie, mais sa perspective fut à jamais changée. Elle retourna chez elle à Surulire, dans son petit appartement, auprès de sa mère, Mama Obi, qui la serra fort dans ses bras et lui murmura « Tu n'as pas seulement survécu, tu as marqué l'histoire. » Mais la transition ne fut pas facile. La célébrité soudaine avait son lot de fardeaux. Les voisins murmuraient, des inconnus la montraient du doigt, et les propositions d'interviews, de conférences et même de contrats avec des marques affluaient. Amaka refusait la plupart d'entre elles, peu désireuse de transformer sa douleur en profit. Au lieu de cela, elle prenait le temps de guérir, émotionnellement et spirituellement. Elle visita l'océan à Elegushi, alluma des bougies pour se ressourcer et nota ses pensées dans un journal intime. Son courage avait ébranlé un système, mais elle n'en avait pas fini. Elle voulait faire plus, donner la parole à ceux qui n'avaient pas sa chance. Un soir, Gide l'appela, non pas en tant que milliardaire ou personnalité médiatique, mais en tant qu'homme transformé. « Je sais que tu ne cherches pas la reconnaissance, dit-il. Mais je veux t'offrir quelque chose, non pas en guise de remerciement, mais parce que tu es elle. Le genre de personne dont le monde a un meilleur environnement. Rejoignez-moi. Aidez-moi à améliorer l'entreprise. Construisez une entreprise qui protège les gens comme vous. » Amaka resta silenciosa un long moment. Puis elle dit, « J'y réfléchirai. Mais si je dis oui, ce ne sera pas parce que j'ai besoin d'être sauvé. Ce sera parce que je crois que le système peut encore changer. » Gide Surit, comprehensive. Elle n'était pas seulement courageuse, elle représentait l'avenir. Et les retombées de ce cocktail empoisonné avaient révélé bien plus qu'une trahison, Elles avaient déclenché une révolution.
De retour à Surulere, Amaka regagna son humble appartement d'une pièce, accueilli chaleureusement par Mama Obi, dont les bras fragiles semblaient encore plus forts que la tempête qu'Amaka avait ravagée. Leurs retrouvailles furent sanglantes, muettes et attendues depuis longtemps. Amaka avait affronté la mort, la trahison et la surveillance de toute la ville, et à travers tout cela, c'était le souvenir de la force inébranlable de sa mère qui l'avait aidé à survivre. Maintenant, assis sur leur canapé usé, sirotant du gari et des cacahuètes dans le calme familier de la maison, elle se sentait enfin en sécurité. Maman Obi n'arrêtait pas de lui toucher la joue, comme pour confirmer son existence. « Tu as fait ce que beaucoup n'ont pas pu faire, ma fille, murmura-t-elle. Tu as été courageuse, pas stupide. Et ne laissez personne vous dire le contraire. » Malgré la tempête médiatique et les nombreuses propositions qui pleuvaient, contrats de publication, interviews rémunérées, parrainage d'ONG, Amaka en a rejeté la plupart. Elle ne souhaitait ni devenir célèbre ni marchandiser sa douleur. Tous les présentateurs voulaient qu'elle revive son traumatisme, mais elle recherchait la paix. Plutôt que l'attention, elle recherchait le calme. Elle a commencé à visiter les écoles et la communauté, à parler de courage aux jeunes filles, non pas depuis une estrade, mais en s'asseyant avec elles dans les salles de classe, à l'écoute de leurs peurs et de leurs rêves. Elle était bénévole dans un refuge local qui aidait les femmes fuyant des employeurs abusifs, souvent sans appareil photo, souvent à l'insu de Gédé. Lorsqu'une agence de relations publiques de luxe lui a proposé un contrat pour promouvoir sa campagne, Femme de valeur. Lui offrant des millions, elle a décliné d'une seule phrase, « La valeur n'est pas à vendre ». Ce qui comptait pour Amaka n'était pas d'être reconnue, mais d'être utile. Gédé remarqua son silence et son absence. Il les respecta. De loin, il envoya des colis à sa mère et proposa de payer intégralement ses frais d'hôpital. Amaka n'acceptait que les aspects liés aux soins médicaux, et rien d'autre. Elle avait établi une limite qui le forçait à l'admirer encore plus. Il était habitué à ce que les gens s'accrochent à lui pour l'accès, le pouvoir et le statut. Mais Amaka ne voulait rien de tout cela. Elle se contentait de ses valeurs et de sa voix, et cela intimidait le monde plus que n'importe quelle protestation bruyante. Dans son refus silencieux de jouer le jeu de l'influence, Amaka était devenue un symbole de force, et dans cette solitude, elle guérissait. C'était un samedi après-midi chaud lorsque Gédé arriva sans prévenir chez Amaka. Il n'était pas seul. Il avait apporté un projecteur portable, un ordinateur portable et une clé USB. Amaka, d'abord méfiant, le laissa entrer. Il brancha tout et, en quelques minutes, commença à lui montrer une proposition accrochée au mur de son salon. Une nouvelle branche de son entreprise technologique axée sur la conformité interne, la transparence et les droits des employés. « Je ne te demande pas de revenir sous les projecteurs, dit-il en l'observant attentivement. Mais je te demande de construire quelque chose avec moi. Quelque chose qui protège les voix comme la tienne avant qu'elles ne soient forcées de crier. Je veux que tu le diriges, Amaka. Non pas parce que tu m'as sauvé, mais parce que ta voix a un poids que d'autres prétendent avoir. » Amaka resta assise in silence. Les bras croisés, à examiner la proposition. Elle était mûrement réfléchie, budget, plan de recrutement, protection juridique, collaboration avec les associations locales. Ce n'était pas que des paroles en l'air. Le jour J était sérieux. Pourtant, elle hésitait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Vous avez des avocats, des équipes RH, des experts. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux travailler dans le même monde qui a failli me tuer ?» Gédé se pencha en avant. « Parce que tu n'es pas comme eux. Tu vois des choses qu'ils ne voient pas. Tu poses des questions que les autres ne verront pas. J'ai besoin de ça dans la salle. Pas derrière un podium. Pas dans un magazine. Mais lors des réunions du conseil d'administration, lors des ébauches de politique, et chaque fois que quelqu'un comme Théo tente à nouveau d'utiliser le silence comme une arme, Amaka ne sourit pas, mais le coin de sa bouche se contracta. C'était la première fois qu'on lui demandait de diriger, non par pitié, mais par respect. Elle a pris une semaine pour réfléchir à l'offre. Mama Obi lui a laissé de l'espace, mais l'a encouragée avec douceur. « Ne laisse pas la peur t'empêcher de changer le monde qui a tenté de t'effacer, » lui a-t-elle dit un soir. « Peut-être que cette fois, vous ne serez pas le seul à crier. » Finalement, Amaka a appelé Gédé et a accepté, à une condition. Nous reconstruisons à partir de zéro. Et nous ne protégeons pas seulement les privilégiés. Nous protégeons les agents d'entretien, les vendeurs, les chauffeurs. Tout le monde. Gédé a immédiatement accepté. Les bases étaient posées.
Ce qui avait commencé comme un cocktail empoisonné avait donné naissance à un nouveau type d'antidote, fondé sur la vérité, l'équité et la responsabilité. Le premier jour d'Amaka chez Bakar Technologies fut discret mais marquant. Elle est arrivée vêtue d'un simple chemisier en pagne et de chaussures plates, sans sac de créateur, sans escorte. Le personnel chuchotait à son passage, certains impressionnés, d'autres incertains de la manière de la traiter. Mais Amaka n'était pas venue pour être vénérée, elle était venue pour travailler. Son titre officiel était directrice des initiatives éthiques et de la défense des droits des employés, mais elle a insisté pour être présentée comme Amaka de Surulire. Son bureau était intentionnellement situé à côté de la salle de repos du personnel, et non de la suite exécutive. « Je veux entendre la vraie conversation », a-t-elle déclaré à Gédet. Pas de commentaires filtrés. Pas de mensonges de salle de réunion. En réunion, elle écoutait plus qu'elle ne parlait, mais lorsqu'elle prenait la parole, le silence régnait dans la salle. Sa relation avec Gédet a mûri pour devenir profondément humaine, non pas romantique, mais ancrée dans un développement mutuel. Ils se sont mutuellement mis au défi, ont appris l'un de l'autre et ont progressivement commencé à réparer les dégâts causés par leurs univers respectifs. Il lui a appris à naviguer dans les structures de l'entreprise. Elle lui a appris à les démanteler si nécessaire. Lorsqu'une jeune ingénieure de l'entreprise a signalé du harcèlement et craint des représailles, Amaka a veillé à sa protection, a enquêté personnellement sur la plainte et a mis en place une nouvelle ligne d'alerte totalement anonyme et gérée par son équipe. La nouvelle s'est vite répandue, il ne s'agissait pas d'un simple poste symbolique. Amaka avait des dents, et elle les utilisait pour défendre ceux qui étaient sans armure. Mais elle n'oubliait pas ses racines. Un week-end sur deux, elle retournait à Surulire, donnant des cours d'alphabétisation numérique à des jeunes filles et animant des ateliers sur le droit du travail. Elle a minimisé ses apparitions publiques, mais son influence a grandi discrètement. Elle a reçu des prix auxquels elle n'a pas assisté, a été invitée à des panels qu'elle n'a jamais confirmés et a figuré dans des articles qu'elle n'a jamais lus. Sa mission est restée personnelle. Elle ne voulait pas de reconnaissance, elle voulait des réformes. Et petit à petit, cela a commencé à se produire. D'autres entreprises ont commencé à créer des unités de justice interne. Certains lui demandèrent même conseil. Mais Amaka savait que le travail ne faisait que commencer. Le système avait légèrement évolué, mais il était loin d'être guéri. 6 mois plus tard, Amaka assistait à la cérémonie d'inauguration d'un petit bâtiment à Yaba, Lobby Center for Ethical Advocacy, nommé non pas en son honneur, mais en hommage à sa mère. Ce centre offrirait une aide juridique, un soutien en santé mentale et une réponse aux situations de crise pour les victimes du travail, en particulier dans les secteurs où les travailleurs à faible revenu étaient souvent réduits au silence. Gide avait financé la structure en catimini, mais c'est Amaka qui en a construit la vision, recruté le personnel et défini les principes. Debout à la tribune, elle observait une foule modeste de journalistes, de militants et d'habitants du quartier. Ce n'est pas qu'un bâtiment, a-t-elle déclaré. C'est une promesse. Que même si votre voix tremble quand vous dites la vérité, quelqu'un vous écoutera toujours. Le procès de Théo était toujours en cours, mais les preuves étaient accablantes. Les aveux avaient tenu bon. D'autres victimes s'étaient manifestées, d'anciens employés manipulés, réduits au silence et écartés. Ce qui avait commencé par un cocktail avait révélé un réseau de corruption qui s'étendait sur des années. Et si Gide s'efforçait de reconstruire la réputation de son entreprise, il le disait clairement dans chaque interview. Amaka ne m'avait pas seulement sauvé la vie. Elle m'a fait réfléchir à la façon dont nous construisons le pouvoir et à la nécessité de protéger ceux qui le contestent. Amaka, lorsqu'on lui demandait son avis, répondait toujours la même chose. Je faisais simplement ce qui était juste, même si cela a failli me tuer. Alors que le soleil se couchait le jour de l'inauguration du centre Obi, Amaka était assise seule dans l'un des bureaux, regardant une photo encadrée d'elle et de sa mère, prise il y a des années. Elle toucha doucement la vitre, songeant au chemin parcouru. Elle n'avait jamais rêvé d'être une héroïne. Elle avait seulement voulu faire son travail, protéger un inconnu et rentrer chez elle. Mais le destin en avait décidé autrement. Son courage avait déclenché quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Et même si le monde continuait de tourner au gré de ses trahisons, de sa cupidité et de ses jeux de pouvoir, Amaka Obi avait créé un espace où la vérité pouvait respirer. Et tout commença par une unique et dangereuse gorgée.